Quand je travaille, moi je ne crée pas des meubles. Je crée des œuvres, mais qui vont avoir une fonction ou qui n'auront pas de fonction. C'est vraiment mon univers. Quand je vous propose par exemple ce luminaire, pour moi c'est une sculpture éclairante. C'est complètement une sculpture qui va nous donner une petite lumière assez dorée comme vous la voyez là. Quand je propose le tabouret dentelle qui est là, pour moi c'est pas forcément un tabouret, mais c'est une sculpture et qui peut jouer, qui peut avoir une fonction. Il peut avoir aussi une pièce qui est sculpturale qui est là. C'est vraiment, moi je suis dans cette démarche là. C'est vraiment la démarche de ça. Je suis Jean-Servais Saumian, artiste, designer, sculpteur, ébéniste de formation. Et je crée tout mon travail entre la Côte d'Ivoire et Paris où je navigue dans ces deux univers qui me permettent de pouvoir proposer ces pièces que je propose ici aujourd'hui à la galerie d'Agoma Arti. J'ai une formation de sculpteur et d'ébéniste. Je produis du design. Donc j'essaie d'allier les deux, j'essaie d'allier mes deux formations. J'ai fait une école d'ébénisterie en Côte d'Ivoire, j'ai été formé chez Georges Gandour, l'école de bois et de métier à Abidjan. Et après mon CAP, je voulais apprendre la sculpture, je voulais apprendre, c'est-à-dire j'ai compris que l'ébénisterie était très occidentale. Parce que c'est des machines, c'est des règles, c'est des trucs. Et moi je ne comprenais pas pourquoi les gars de chez moi, de Grand Bassam, les artisans, ils prenaient leurs trucs, ils taillaient quoi. Il n'y avait pas de règles, les trucs. Donc je me suis dit, bon ben écoute, on va aller quand même basculer après l'ébénisterie, je vais aller savoir comment travailler traditionnellement africain, tu vas prendre un bois, tailler une sculpture comme les autres le font. Et donc c'est comme ça que je bascule pour apprendre la sculpture. C'est là où je fais la rencontre du cocotier, parce que le maître qui m'a appris la sculpture, ben, il travaillait que le cocotier. C'est lui qui m'a fait rencontrer ce cocotier, qui m'a bouleversé, qui m'a chamboulé. C'est les matières qui sont pour moi la base même de la création. Voilà. Et moi, en tant que designer, moi je m'inspire de mon environnement. Moi je suis pas en train de regarder dans la lune. Voilà, moi je regarde ce qui est autour de moi. Parce que bien souvent les gens sont en train de chercher loin alors que les vérités sont là. Ils prennent juste pas le temps d'observer leur environnement. Moi je suis un designer qui regarde son environnement. C'est mon environnement qui m'intéresse. Ce que je propose, c'est quelque chose que je vais proposer. Je vais prendre les matériaux de mon environnement qui vont me permettre d'écrire mon histoire pour répondre aux besoins de ma communauté. Une façon de parler. C'est comme ça que je conçois moi. C'est comme ça que je conçois le designer. C'est quelqu'un qui va répondre à des nécessités de son environnement et de sa communauté avec ce qu'il a. Et si ça se passe bien, on pourra répondre à d'autres projets. Le bois de cocotier, à la base, c'est pas du bois, c'est des fibres. J'en ai fait ma spécialité parce que j'ai eu cette formation de travailler sur cette plante qui finit en feu de bois chez moi, en Côte d'Ivoire. Parce qu'il se consume très lentement. Donc moi, je la magnifie en la rendant des sculptures. D'où les noms d'ailleurs, c'est des demoiselles. C'est pas des totems, c'est des demoiselles. Entre parenthèses, totem, c'est des demoiselles parce que j'ai cette conversation. Je ne travaille pas pour travailler. Je n'écris pas une pièce pour créer une pièce. Ça ne m'intéresse pas. Chaque pièce que j'écris est pensée. Il y a une réflexion qui vient derrière. Pourquoi et comment. Donc c'est vraiment un travail d'équipe avec mon équipe que j'ai formée, mes artisans qui m'accompagnent, mes collaborateurs qui m'accompagnent pour qu'on puisse réaliser ces meubles ou ces sculptures qui mettent énormément de temps. J'essaie de révéler les matières. Ce que les gens ne voient pas, je le révèle. C'est ça. Parce que j'aime bien souvent, on dit la noblesse des matières. Ce n'est pas les matières qui sont nobles, c'est nous qui ennoblissons les matières. C'est nous qui nous donnons, c'est nous qui nous nourrissons, c'est nous qui amenons de l'âme dans une matière. Quand je prends le bois de coco, il n'est pas comme ça. D'habitude, quand vous voyez le cocotier, vous ne voyez pas ce qui est derrière. Vous voyez un cocotier avec l'écorce. Mais c'est ça qui est derrière, c'est ce que j'ai envie de montrer. C'est simple, le coco c'est une plante fibreuse, gorgée de jus. Gorgée de sel en un mot. Donc une fois que la plante elle est abattue, moi j'ai pas de forêt de cocotiers, donc voilà. C'est quand ceux qui ont des cocotiers qui veulent construire ou qui veulent faire autre chose, quand ils les coupent, ils m'appellent. Moi je récupère cette plante et j'ai un processus. Je sais que pour en finir un tabouret, il y a un processus de séchage avant le travail de creusage, de vidage, de travail. Et une fois qu'on a fini ça, il y a un autre troisième phase qui est aussi la phase du séchage-finition. Et une fois qu'on a fini cette phase, maintenant on va venir complètement faire la finition, c'est-à-dire tout ce qui va être vernis ou laquage ou cirage ou tout ça qui vient vraiment en dernière position. Parce que c'est pas du bois, c'est une plante. Pour qu'elle se transforme comme ça, il y a beaucoup de choses. Donc moi je peux me permettre de le faire parce que je suis amoureux des matières.
parce que c'est la matière qui révèle les choses. Donc je prends mon temps, je ne fais pas du mobilier, je ne crée pas des meubles, parce que si je fais des meubles, ça dure 1 mois, 3 semaines, rapide on fait des meubles. Ça c'est 6 mois, le petit tabouret que vous voyez là, c'est 6 mois, de A à Z. Le banc que vous voyez là, c'est 6 mois de A à Z. Dès que je touche du coco, c'est 6 mois, minimum. Donc, si on n'a pas de passion, on n'y fait pas. Moi, je suis un passionné. Je prends le temps. Je dois prendre 1 mois, je dois prendre 6 mois pour faire un tabouret. Je prendrai 6 mois pour faire mon tabouret, parce que ce que je veux, c'est le résultat. À chaque fois que j'écris, moi, tout est magnifié dans la tête. C'est-à-dire, je suis parti du talier. Le talier qui est un ustensile. Pour la collection talier, de la nouvelle collection là, le talier est un ustensile, un réceptacle. C'est un objet où on mange dedans, ça peut être en bois ou en terre cuite, mais c'est la forme. Donc cette forme qui me nourrit, à la base, quand je commence à penser cette forme, mais en fait, c'est aussi le globe terrestre. Donc, moi, en proposant talier, dans ma recherche du talier, je vois le globe terrestre. Le globe terrestre qui aujourd'hui est chamboulé. Donc, c'est dans un globe terrestre que je coupe pour avoir 2 taliers. C'est-à-dire la forme et l'identique. Le talier, c'est la moitié. Donc, c'est tout ce chamboulement qui fait que je décide dans cette proposition qui est présente à la galerie d'Agoma Arti, où on a la forme du talier, où on a ce monde qui ne va pas bien par la lecture de l'intérieur. Parce que la lecture de l'intérieur, c'est d'aller chercher la fragilité de cette matière. Le monde est fragile aujourd'hui. Donc moi, la fragilité, c'est de scinder en 2 ce bloc que je vais tailler à la main pour comprendre la fragilité qui est dans ce bois, qui est aussi ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le monde est fragile aujourd'hui. Le monde qui est si dur, avec ses cosmonautes, avec tous ces trucs, avec ses armes, tout. Mais il y en a des gens malheureux qui dorment, qui ont faim, qui meurent de guerre, qui meurent de maladie, qui meurent de froid. Donc avec tout ce qu'on a de solide, on est quand même fragile. Donc c'est ça que je voulais montrer, la fragilité aussi de la matière. C'est très important. C'est pour ça qu'on a la lecture, quand on regarde les pièces qui sont proposées, qui sortent du talier, de la résonance, de la forme du talier. Mais voilà, en fait c'était en tout que je voulais présenter fragilité du bois, fragilité du monde dans lequel on est, mais qui se résume au final au talier. Parce qu'on retrouve toujours mon objet, même si j'ai coupé le monde en 2. C'était pour qu'on puisse voir la lecture du monde. Donc vous allez voir des vénures, c'est des traces de vie, du bois comme la nôtre. Donc c'est toute cette pensée-là qui fait que ces pièces sont ce qu'elles sont, et d'ailleurs c'est une petite série éditée à 6 éditions, 6 exemplaires. Donc voilà, c'est pour dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion, donc c'est comme ça que je le vois. Quand je vais travailler, peut-être, je vais récupérer des vieilles pirogues qui ont navigué 10-15 ans. Pourquoi je travaille ces pirogues-là? Parce que c'est des pirogues qui ont été taillées dans un seul tronc d'arbre à l'époque. Aujourd'hui, on n'en fait plus. Parce qu'on fait attention à la nature qu'on a déjà assez gaspillé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire des pirogues dans un seul tronc. On construit les pirogues avec des planches. La démarche est arrivée parce que je me dis, mais c'est pas possible, une pirogue qui est là, magnifique, qui est dans un tronc d'arbre, c'est une sculpture. Toutes les pirogues sont des sculptures, parce qu'elles ont été sculptées d'ailleurs, taillées, et naviguer pendant 10, 15, 20 ans pour 7 ans. Quand les pêcheurs sont fatigués, ils font quoi? Parce qu'aujourd'hui, la relève, les jeunes ne veulent plus. Ils vont poser la pirogue sur les bords de rive. Vous savez ce qui se passe? La belle pirogue en bois est pourrie. Parce que elle est posée sur le sol, la pluie, le soleil, parce qu'il n'y a plus personne qui veut aller à la pêche. Les jeunes ne veulent plus. Et c'est ça qui m'a... C'est là où j'ai eu ce questionnement. C'est pas possible. Pourquoi elles vont pourrir? Pourquoi? Donc moi, j'ai eu une pensée où j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et je me dis, je vais racheter toutes ces pirogues au lieu que ça pourrisse pour en faire des canapés, pour en faire des méridiennes, pour en faire des pièces magnifiques, pour écrire mes histoires. Parce que c'est pas possible que ces pièces puissent pourrir. Donc c'est comme ça. Donc la pirogue, qui était un objet de pêche, de navigation, devient un objet qui va rentrer à la maison et qui va nous donner aussi une autre lecture, qui va rentrer à la maison, qui va nous donner une autre approche, qui va rentrer à la maison, qui va nous peut-être ensemble même nous permettre de réfléchir. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, des fois dans mes démarches. Quand je vais prendre une bassine que les femmes portent sur la tête, avec plein de trucs à vendre toute la journée, que je transforme cette bassine en tabouret, pour inviter tout le monde à s'asseoir et à réfléchir. Est-ce qu'encore là, dans ce siècle où nous sommes, les femmes africaines doivent encore porter, à transporter de l'eau de bout à l'autre bout, à porter, à les vendre? Est-ce que
on ne peut pas trouver notre solution. Donc voilà, moi je suis un peu ce designer-là. Si je travaille le coco, vous savez, le coco, chaque 5 ans, on a une plante. Chaque 5 ans, la nature nous donne une plante de coco. Un arbre, c'est 35-40 ans. Donc, à vous de... Je suis complètement dans l'air du temps. Et j'étais dans l'air du temps depuis que je travaille, ça fait 20 ans. Je travaille cette plante parce que cette plante, chaque 5 ans, elle pousse. Donc, c'est quand même très intéressant de pouvoir proposer ça que d'aller prendre du bois qui va... faut attendre 35-40 ans et qui aujourd'hui devient un problème. Donc, c'est aussi une forme de travailler écolo. Voilà. Donc, tout ça fait partie de mon environnement. Quand tu sors une matière de son écriture première, il faut lui apporter une autre écriture qui va la permettre de vivre à vitam aeternel. Une pirogue qui a navigué 15-20 ans, qui devient un canapé, elle est un canapé à vie. On pourra toujours changer le coussin, mais la pirogue, l'écriture de la pirogue, elle sera toujours là. L'écriture du canapé, elle sera plus là. Elle n'est plus une pirogue, elle devient un canapé, mais qui a une petite connotation de pirogue. Donc l'histoire continue.